Bien, merci d'être venu et d'avoir répondu donc à cette invitation. Et je vais donner directement la parole au coordonnateur du projet N-Laga, M. Djaraf Seck, qui va dire donc quelques mots. Merci beaucoup, Monsieur le Doyen. Merci beaucoup, Monsieur le Doyen. Monsieur le Doyen, Monsieur le Directeur de l'École doctorale de mathématiques et informatique, Monsieur l'assesseur, Monsieur les chefs de département, chers collègues étudiants et élèves, il ne sera jamais assez de remercier le professeur Cédric Villani qui, malgré ses charges et engagements, trouve toujours du temps pour être parmi nous. Ceci peut se résumer comme une position claire pour aider le continent africain dans le développement des sciences. Depuis l'organisation de notre école SINPA en 2011, vous ne cessez de venir au Sénégal pour aider et avec indifférence les mathématiques à se développer, plus particulièrement à EMS, et aussi avec certains que vous êtes en train de collaborer ici. Vous vous êtes impliqué dans le projet Non-Linear Analysis Geometry and Application qui a eu l'initiative d'organiser cette manifestation. On l'a remarqué dans l'élaboration du projet et dans les collaborations scientifiques. Pour ma part, j'ai eu la chance de faire connaissance avec les travaux du... Pour ma part, j'ai eu la chance de faire connaissance avec les travaux du professeur Cédric Villani depuis le séminaire Bourbaki de 2001 sur les limites hydrodynamiques. Parler des travaux de Cédric Villani en quelques minutes est un exercice impossible à résoudre à mes yeux. Mais permettez-moi de dire que ces preuves de l'amortissement Landau non linéaire et de la convergence vers l'équilibre pour l'équation de Boltzmann ont pesé lourdement sur la balance pour l'attribution de sa médaille Fields lors du 26e congrès mondial à Hyderabad en Inde le 19 août 2010. Mais dois-je dire, comme Clément Mouot, dans la Gazette de la Société mathématique de France en 2010, un de vos principaux collaborateurs, membre de notre projet N-Laga, que vos travaux montrent une grande diversité dans les outils, les concepts utilisés provenant de l'analyse, des probabilités et de la géométrie. Ils sont cependant réunis par un fil rouge de la notion d'entropie et de son corollaire de retour à l'équilibre pour les systèmes de particules. Nous ne terminons pas ce témoignage sans mentionner ces monumentaux travaux sur le transport optimal de masse, avec la réalisation de plusieurs articles, de 2 livres, dont un de plus de 1000 pages, écrits sur 2 ans. Dans tous ces travaux, on y trouve de l'analyse fonctionnelle, de la géométrie non euclidienne, particulièrement de l'analyse riemannienne, des équations dérivées partielles, de l'optimisation, des mathématiques discrètes. Monsieur le Doyen, voilà en quelques mots ce que je souhaiterais partager avec l'audience. Je vous remercie de votre attention. En deuxième position,
tout ce que j'avais à dire, presque mon collègue Garaf l'a déjà fait. Je voudrais tout simplement remercier le professeur Cédric Villani pour son engagement pour les mathématiques, mais de manière générale pour les causes africaines. Moi, c'est à partir d'un coup de téléphone que j'ai eu avec lui. Il était en Asie, c'est lors de l'ouverture de EMS, et il m'a dit j'arrive tout de suite. Je crois que quand je l'ai appelé, il était déjà à l'aéroport. Il a bifurqué, il est venu depuis lors. Il est chaque année présent ici. Il mange avec les étudiants, il discute avec eux, il passe presque la nuit avec les étudiants et les gardiens en Bourg. Donc, lieu où j'attends vous voir peut-être dans les années à venir. Bon, cette conférence aussi s'adresse à des élèves des lycées. Je disais tout de suite à Jaraf que je souhaitais voir ici des élèves en classe d'orientation. Donc c'est là où on doit vous cueillir pour vous orienter en sciences. Ce n'est pas uniquement des élèves de terminale et de première qui sont déjà en sciences, mais des élèves qui viennent juste d'avoir le BFM. Voilà, leur montrer la beauté de la science, c'est ce qu'il va vous faire tout de suite. Donc c'est un excellent aussi, non seulement un excellent mathématicien, mais quelqu'un aussi qui montre le visage, le beau visage donc, des mathématiques. Il a donc l'habitude de donner des conférences à des niveaux, à tous les niveaux. Dans les lycées en France, il le fait régulièrement. Il suffit tout simplement de regarder donc, son site. Voilà, donc c'est un ami que nous avons, un Africain, et je souhaite très bientôt que l'État sénégalais lui soit reconnaissant. Ça, c'est mon mot le plus cher pour tout ce qu'il fait pour les mathématiques en Afrique. Je voudrais aussi remercier sans tarder le collègue Garaf et les membres de son équipe pour cette initiative. Et je vous souhaite aussi bon courage, bonne chance pour le projet et vous dire aussi que nous sommes à votre disposition. Voilà, chaque fois qu'enfin, si je peux vous être d'une utilité quelconque pour la réussite de ce projet, voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition et ça montre aussi votre dynamisme, le dynamisme de votre équipe, quand même, qui a maintenant une dimension internationale. Voilà, merci beaucoup, M. le Président. Je pense que s'il est difficile de parler en deuxième position, il sera d'autant plus difficile de parler en troisième position, ou bien d'avoir à conclure. Bien, je voudrais d'abord, pour commencer, vous présenter les regrets de M. le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a attendu 40 minutes pour être parmi vous et avoir le plaisir et l'honneur de vous accueillir, de vous dire « Soyez le bienvenu » à Dakar, au Sénégal, à l'Université Cheikh Anta Diop. Je dirais pas l'Université de la Teranga, parce que la Teranga, elle est sénégalaise, mais de vous souhaiter la bienvenue à cette université. Chers élèves et futurs étudiants, je vous remercie d'être venus. Le professeur Sangalé disait tout à l'heure qu'il fallait peut-être intéresser ceux qui sont en classe d'orientation. Oui, il faut les intéresser, c'est cela même. Mais vous aussi, nous vous exhortons, à travers cette conférence que vous allez suivre, cette conférence de laquelle dont le titre est des triangles, des gaz, des prix et des hommes. Vous pouvez vous poser la question, quel est le lien entre ces quatre mots? Triangle, gaz, prix et homme. Mais triangle, gaz, prix et homme, vous embrassez tout. Cela montre quoi? Cela montre que les mathématiques, et qu'est-ce qui le fait? Un mathématicien que nous avons l'honneur d'accueillir et qu'il faudra applaudir parce que c'est un médaille Fields. Le professeur Villani est amoureux des mathématiques. Son amour des mathématiques a fait qu'il est devenu amoureux de l'univers, amoureux de tous les continents, de tous les pays, mais particulièrement du Sénégal et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est pas le premier, c'est pas son premier séjour à Dakar. Il est venu, il est revenu, et encore il est revenu. Je ne parlerai pas en wolof pour vous parler d'un proverbe. Quand on vient, on revient et on revient, cela veut dire qu'il y a quelque chose derrière, et cette quelque chose derrière-là, c'est l'amour qu'il a pour le Sénégal, c'est l'amour qu'il a pour les Sénégalais, et c'est sa volonté d'apporter donc toute sa science au Sénégal. Mais si vous revenez en arrière pour revoir encore le sujet, vous vous rendrez compte tout simplement
que les mathématiques, ce que c'est un mathématicien, les mathématiques, dans les sciences et la technologie, sont ce qu'est le cœur dans l'organisme. Je le dis en regardant un biologiste qui est en face de moi. Vous savez bien que sans le cœur, il n'y a pas de vie. Et l'organe le plus important, l'organe vital dans l'organisme humain, c'est le cœur. À moins, moi, si vous me posez cette question, je répondrai le cœur. Et les mathématiques sont ce qu'est le cœur dans l'organisme humain. On ne peut pas se passer des mathématiques. Ça veut dire donc que triangle, gaz, prix et homme vous renseigne tout et vous dit tout sur l'importance que revêtent les mathématiques dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours et dans toutes les sciences que vous aurez à étudier. Je ne dirais pas seulement science, mais parlons de science dans sa globalité. Parce que quand on parle de science, il ne faudra pas restreindre le champ. Si vous restreignez le champ, vous passez à côté. Dans la science, dans sa globalité, a besoin de mathématiques. Et aujourd'hui, nous avons devant nous le professeur Cédric Villani, qui est le directeur de l'Institut Henri Poincaré. Bon, j'espère que peut-être dans vos mathématiques, vous avez entendu parler de Henri Poincaré. Si vous ne l'avez pas encore entendu, vous entendrez cela. D'Henri Poincaré et de sa contribution dans les mathématiques. Il dirige l'Institut Henri Poincaré de Paris. Et c'est lui que nous avons l'insigne honneur d'accueillir pour qu'il vous parle de triangle, gaz, prix et des hommes. Donc, professeur, je réitère mes remerciements, mes félicitations et je vais vous céder le micro pour que vous entreteniez nos jeunes élèves de mathématiques et de tout ce qu'il y a autour, tout ce qui tourne autour des mathématiques. Merci. Grand plaisir d'être ici. Grand plaisir aussi de pouvoir remercier ceux qui se sont chargés de cette très belle introduction. Effectivement, ce n'est pas du tout la première fois que je viens ici. À chaque fois que je viens, à la fois pour des conférences, des visites de lycée, pour des cours à l'Institut de Aix Sénégal, l'Institut à Bourg, à chaque fois c'est un grand plaisir. Il y a eu une jolie comparaison entre les mathématiques de l'importance des mathématiques dans toutes sortes de projets. Je vais rebondir sur cette image du cœur. Vous avez vu passer, sans doute il n'y a pas longtemps, l'annonce pour la première fois d'un cœur artificiel, autonome, qui a été faite par une équipe française il y a peu. Et en quelque chose une révolution médicale possible qui commence. Les capitaux aussitôt ont afflué pour venir investir dans cette entreprise fondée par le professeur qui a passé plusieurs décennies, c'est genre 25 ans de travaux de recherche là-dessus, en s'appuyant sur les travaux des autres. Et j'ai eu la chance d'assister à une discussion avec lui à l'Académie des sciences à Paris, et il nous expliquait combien tout ce qu'il y avait de nouveau et d'important dans son projet, et il y avait aussi des mathématiques dans son histoire. Il y avait des questions de traitement du signal, de logiciel, parce que le cœur, il faut qu'il s'adapte à ce qu'il reçoit, à l'afflux de sang qu'il reçoit. Il y a une question de traitement de l'information qui est gérée par des algorithmes mathématiques dans son invention. Même là, dans une question qui semble purement médicale, on retrouve des mathématiques. Mathématiques, on les retrouve partout, et c'est effectivement un peu ce qu'il faut voir derrière ce titre à rallonge, qui va évoquer pour vous, dans une conférence pour laquelle je vais évoquer pour vous, des sujets qui semblent très différents et qui tous ont leur apport et leur cœur mathématique. Et pourtant des sujets qui sont reliés, et ceci nous permettra de parler de mes travaux sur le transport optimal, auquel mon collègue de longue date, Pierre Absec, a bien voulu faire allusion tout à l'heure. On va commencer avec une image que je présente souvent dans les conférences pour parler de mathématiques, une image pour vous aider à appréhender le statut des sciences mathématiques par rapport aux autres sciences
et par rapport au reste du monde. Il y en a qui ont peut-être déjà vu cette image parce que j'utilise régulièrement dans des conférences, j'en parle aussi à un moment dans mon ouvrage. C'est la Dame de Chalotte. C'est une héroïne d'une légende du temps du roi Arthur, et il y a un poème assez célèbre en littérature anglaise qui lui est consacré. Et cette dame, vous la voyez, elle, prisonnière d'un sort maléfique qui l'empêche de regarder par la fenêtre, qui l'empêche de regarder directement. Tout ce qu'elle a le droit de faire, c'est de regarder le reflet à travers le miroir que vous voyez ici entouré en jaune. Et ce reflet, c'est sa seule façon de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. Dans le poème, un jour passe Lancelot, vous voyez ici, et puis tellement beau qu'elle ne peut pas s'empêcher de le regarder directement. Alors la malédiction s'accomplit, elle est frappée par la malédiction, elle meurt, son corps dérive sur le fleuve, c'est très tragique. Mais c'est un poème qui a beaucoup fait couler d'encre pour savoir s'il représentait quelque chose de particulier. Et vous savez, les poèmes, c'est pas fait pour avoir une explication, tout le monde peut y trouver ce qu'il veut. Et alors moi je trouve que c'est une bonne illustration du mathématicien, de la mathématicienne ici. Vous voyez, elle ne peut pas regarder le monde directement, comme le ferait un biologiste avec une expérience de biologie sur un animal, sur un végétal, sur une cellule. Elle est obligée seulement de regarder le reflet. C'est comme ça la mathématicienne, elle regarde le monde à travers les reflets qui sont les formules abstraites, les équations. Mais elle ne peut jamais faire l'expérience directement. Tout ce qu'il peut, c'est interroger les formules sur sa feuille de papier. C'est l'approche, c'est l'observation par l'autre reflet. Et ça marche extrêmement bien, malgré ce qu'on pourrait attendre. Les mathématiques, on les retrouve dans la description de toutes sortes de phénomènes naturels. Même si on n'a pas forcément conscience, quand on apprend la discipline, la plupart des grandes notions mathématiques, elles ont été inspirées par l'observation du monde réel. Prenez par exemple l'équation qui est là en dessous. Je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est cette équation, mais c'est une équation qui a été inventée dans les années 1750 pour décrire le comportement d'un fluide incompressible, non visqueux. Il fallait oser quand même. Vous voyez là, il y a de l'eau dans mon bouteille. Si je la penche et que j'applique une certaine force, qu'est-ce qui se passe? Ça va être très dur de mettre ça en équation mathématique. Eh bien, c'est ce que cette équation, pour la première fois, tentait de faire. L'équation de l'air incompressible. C'était le début d'une grande aventure dans laquelle l'humanité se mettait à décrire le mouvement des fluides, alors que ça semble quelque chose de vraiment impossible à écrire de manière précise. Pendant très longtemps, les fluides, on pouvait juste les représenter de manière sensible, en regardant, en touchant, ou en mettant une petite particule et en regardant dans quel sens elle allait. Et à partir du moment où on avait les équations, on pouvait se mettre à calculer les différents aspects des fluides. C'était un progrès considérable. Il y a plusieurs choses qui sont bien à garder en tête quand on parle de mathématiques. Vous l'avez vu sur l'exemple que j'ai dit juste avant. Il y a eu un progrès considérable en mathématiques dans les années 1750 quand on a commencé à écrire les équations de la mécanique des fluides. Et puis on en a écrit d'autres, encore plus perfectionnées, et encore d'autres. Et maintenant on en a d'autres encore. Et ces équations, elles changent au fur et à mesure, ou plutôt on en trouve de nouvelles. Les mathématiques, comme les autres sciences, c'est un domaine qui évolue. Ce qui a été fait avant n'est pas faux, mais on trouve de nouvelles choses qui décrivent d'autres aspects. Et les mathématiques, ça évolue sans cesse. Chaque année, dans le monde, il y a à peu près 100 000 nouveaux théorèmes qui sont démontrés. À peu près autant que le nombre de mathématiciens dans le monde. Énorme, considérable. Et ça veut dire que ça évolue sans cesse. Et ça veut dire aussi qu'il y a des choses en mathématiques qui sont inconnues, des problèmes que personne ne sait résoudre. Il y a des problèmes qui mettent en défi les mathématiciens depuis 100 ans, 200 ans, et que personne ne sait résoudre. Si vous demandez à des mathématiciens quel est le problème le plus important du monde, la réponse dépendra du mathématicien. Peut-être que Sec ici, Fall ici donneront des réponses différentes, par exemple. Mais si vous demandez au mathématicien quel est le problème le plus célèbre du monde en mathématiques, il vous répondra l'hypothèse de Riemann.
c'est celui que tous les mathématiciens connaissent, c'est comme une sorte de saint graal mathématique, quelque chose qui défie tout le monde. Associé à Bernard Riemann, vous le voyez ici, c'est l'un des mathématiciens les plus remarquables de tous les temps, l'un des scientifiques les plus remarquables de tous les temps, l'un des hommes les plus remarquables de tous les temps. Son problème, l'hypothèse de Riemann, est un problème d'énoncé assez simple. Il suffit à peu près de savoir ce que c'est qu'une fonction complexe pour comprendre son énoncé. C'est une certaine fonction qui définit sur les nombres complexes. Les nombres complexes ont leur partie imaginaire et leur partie réelle. Et cette fonction, vous avez sa définition ici. Si S est un nombre complexe, la fonction zeta de S, c'est la somme des 1 sur n puissance S. Est-ce que c'est bien en focus ici? La somme des 1 sur n puissance S. Et il y a une façon de le définir pour toutes les valeurs des nombres complexes. Et Riemann se demandait quand est-ce que cette fonction allait s'annuler. Vous savez montrer que la fonction s'annulait pour certaines valeurs complexes, simples, moins 2, moins 4, moins 6, etc. Et qu'il y avait plein d'autres endroits où elle s'annulait. Alors c'est comme résoudre une équation. Et il a conjecturé que tous les endroits où cette fonction s'annulait, donc dans le plan complexe, ils sont alignés sur une droite qu'on appelle la droite partie réelle égale 1,5. Et il suffit de savoir ce que c'est le plan complexe et les fonctions complexes pour comprendre un peu cet énoncé. Et quant à résoudre l'hypothèse, la conjecture, c'est pas facile. On pourrait se dire qu'on va faire les calculs et les vérifier. De nos jours, on peut faire ça par ordinateur. Mais il y a une infinité de zéros. On peut faire ça quand même pour de nombreux zéros. Et alors, c'est une expérience qu'on a faite pour des milliards, je dis bien des milliards de zéros. Et à chaque fois, le résultat a été le même. Partie réelle égale 1,5. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand vous avez un problème, que ce soit dans la vie, en science ou n'importe quoi, et une hypothèse que vous testez, si elle est vraie 1000 fois, toujours vraie, vous dites que c'est vrai. 1 million de fois, encore plus. 1 milliard de fois, imaginez, vous posez la question 1 milliard de fois et toujours la même réponse, alors vous pensez que la réponse est toujours vraie. Sauf en mathématiques. C'est le seul domaine où même si on a 1 milliard d'indices qui vont tous dans la même direction, on n'est toujours pas convaincu. Parce qu'en mathématiques, on ne se fie qu'au raisonnement logique. On doute a priori, et tout ce qu'on veut, c'est avoir un raisonnement qui démontre que tous les milliards de zéros qu'on n'a pas encore testés, les infinités de zéros qu'on n'a pas encore testés, ils sont aussi alignés. Très difficile. On pourrait dire que vraiment, c'est incroyable, une telle exigence, que même 1 milliard d'indices ne suffisent pas à prouver la démonstration. Mais c'est comme ça, l'esprit mathématique. Chercher la démonstration avec l'idée que quand on aura compris la démonstration, la preuve, ça apportera de nouvelles informations. L'hypothèse de Riemann aussi, elle est fascinante. D'abord parce qu'elle est simple et qu'on n'a pas à la montrer, mais aussi parce qu'il y a des objets faciles à comprendre et importants, les nombres premiers. Vous voyez, dans la formule précédente, ici il y a un P qui veut dire premier, et il y a une formule qui fait intervenir tous les nombres premiers. L'hypothèse de Riemann, si elle est vraie, ça veut dire en gros que les nombres premiers, c'est-à-dire les nombres qui ne sont pas divisibles par les nombres plus petits, eh bien, ils sont répartis à peu près au hasard parmi tous les nombres, selon une certaine statistique. Quand les nombres premiers sont liés au code cryptographique, du moins pendant très longtemps ils ont été, utilisés pour garantir la sécurité des transactions sur Internet, par exemple. Un jour, un journaliste du Guardian a supposé que si on arrivait à le démontrer, ça serait un désastre pour Internet. Évidemment, ça n'a aucun sens. Même si vous n'êtes pas mathématicien, si vous avez compris ce que j'ai dit, savoir que les nombres premiers sont répartis au hasard, on se demande bien en quoi ça va vous aider pour les trouver, s'il s'agit de factoriser un grand nombre. Évidemment, ça n'a aucun sens. Il cherchait une raison sensationnelle, le journaliste, pour nous convaincre que ce problème était important. Mais on n'avait pas besoin de ça, les mathématiciens n'avaient pas besoin de ça pour se convaincre que le problème était important. Il était important parce qu'il parlait
de statistiques sur des objets simples, les nombres premiers, simples et qui nous font rêver, aussi parce qu'il est lié à de nombreux domaines mathématiques. Par exemple, il y a un lien que personne n'a encore compris entre cette hypothèse de Riemann et la mécanique quantique, et ce que seraient les niveaux d'énergie d'un atome abstrait, un atome aléatoire. Un lien très profond qu'on n'a pas compris. Seulement là, l'une des différentes raisons qui font que cette hypothèse de Riemann est considérée comme l'un des mystères les plus profonds, les plus importants qui restent à comprendre dans toutes les sciences. Et donc c'est Riemann qui l'a découvert. Riemann, il s'est intéressé à tout. Il s'est aussi intéressé à la géométrie, par exemple. Et c'est lui qui nous a laissé la façon de faire de la géométrie non euclidienne. À l'école, on apprend à faire de la géométrie euclidienne, avec des droites, des triangles, des cercles, et tout ça. Et ça marche bien quand on fait ça sur une feuille de papier plane, dans l'espace, plat. Mais imaginez que vous voulez faire de la géométrie à la surface de la Terre. La Terre, elle n'est pas plate. Imaginez que vous voulez faire de la géométrie sur une surface qui est ondulée. Il vous faut trouver d'autres façons de faire. Et Riemann nous a donné la manière générale. Dans la géométrie riemannienne, on utilise des mesures de longueur qui peuvent varier d'un point à l'autre. Et on n'a plus affaire à des droites, mais on a quand même des plus courts chemins. Et eux, ils sont éventuellement courbés. Comme par exemple, le plus court chemin pour aller de Dakar à Paris, c'est pas une ligne droite, ça n'a pas de sens. Sur la carte non plus, c'est pas forcément une ligne droite. Quand vous regardez les trajectoires des avions sur une carte du monde, vous voyez des grandes courbes comme ça. Ces courbes, ça correspond au chemin le plus court à côté de la surface de la Terre. Et donc ce sont ces lignes, les géodésiques, qui servent à faire de la géométrie, qui servent à faire des courbes, qui servent à faire de la géométrie courbée. Elles peuvent avoir tendance à se rapprocher, ces lignes, ou à s'écarter. C'est ça que Riemann a compris, et c'est ainsi qu'il nous a donné une façon de comprendre. Il faut que je évite cet espace-là. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Voilà, comme ça, ça a l'air mieux. En mathématiques, on ne cherche pas seulement à faire des définitions, des concepts, évidemment. On cherche à les comprendre et à avoir des notions simples qui nous permettent d'avoir une idée de ce qui se passe. Et Riemann, il nous a dit, il faut étudier les géodésiques, il a donné une façon de les calculer, mais il a aussi donné un objet important, la courbure.